Je vais commencer par une citation qui est prise du devoir de la semaine passée, qui m'a frappé pendant que je préparais la présentation. Des fois, comme universitaire, on pense de manière très systématique et logique à un problème. Puis à un moment donné, on arrête, puis on se lit, puis on dit hey, « Wow, là, je suis en train de devenir paranoïaque. » Puis là, il y a Coiteux qui est venu un peu me sauver de ce doute. Alors, c'est directement... Hein, le ministre a cependant répété à plusieurs reprises que l'opération de révision des programmes dépassait largement l'objectif du déficit zéro et visait un repositionnement de l'État. La commission permanente de réforme des programmes ne tiendra pas d'audience publique. Ça, c'est Coiteux qui parle. C'est le président du Conseil du Trésor. C'est lui qui mène la baraque en ce moment à Québec. L'exercice qui est en cours actuellement au Québec n'a rien à voir avec l'équilibre budgétaire. Le déficit zéro n'est pas la raison des politiques d'austérité. Le déficit zéro, l'équilibre budgétaire, la crise fiscale dont on nous parle, c'est le prétexte pour quelque chose de beaucoup plus important, qui est, du point de vue des acteurs en place, du point de vue du gouvernement actuel, la nécessité de transformer en profondeur l'État québécois, le but étant de réduire sa taille, de transformer son mode d'intervention et surtout d'ébranler et de transformer les acteurs à l'intérieur de ce que moi j'appelle l'univers général de l'économie publique. Alors, c'est qu'en 2008, il y a eu une crise. Non, mais c'est important de le rappeler. Il y a eu une crise, puis ce n'était pas la crise de l'État, ce n'était pas la crise des finances publiques, ce n'était pas la crise du secteur de la santé. Il y a eu une crise de l'économie capitaliste privée, centrée dans sa sphère financière, qui a eu des répercussions après dans l'ensemble de la sphère privée, qui a mis en faillite presque l'ensemble du secteur de l'automobile, c'est-à-dire le cœur manufacturier de l'Amérique du Nord. C'est cette économie-là qui était en crise. Ce n'est pas l'économie de l'État. La réaction de tous les gouvernements des pays développés, en Europe, en Amérique du Nord, ça a été de pelleter des milliards, 70 au Canada, pour sauver la finance, pour sauver le cœur de l'économie privée. Okay? Et ça, il faut se le rappeler. La récession qui a été provoquée par la crise financière a coûté des milliards à tous les États de deux manières appuyées l'une sur l'autre. D'un côté, ça a impliqué des baisses importantes de revenus pour tous les gouvernements. Deuxièmement, tous les gouvernements ont dû payer de l'argent pour soutenir les chômeurs, les chômeuses, soutenir les assistées sociales qui apparaissaient. Bref, il y a eu un impact côté des dépenses, côté des revenus, de cette crise qui vient de l'économie privée. Troisième chose qu'il faut se rappeler, toujours avoir en tête, ce que je suis en train de faire, c'est de raconter une histoire différente de l'histoire qu'on nous raconte depuis 6 mois. Puis cette histoire-là, il faut y tenir, il faut être capable de se la raconter, puis de la raconter avec les gens avec qui on milite. Les gouvernements, à partir de 2010, qu'est-ce qu'ils font? Tous les gouvernements, Québec, Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France, tout le monde en 2010 pogne le même rhume. On décide que c'est fini les politiques de stimulation de l'économie. On arrête d'accompagner la relance de l'économie privée, puis on se met en mode austérité en 2010. C'est une décision politique de la part du gouvernement de ne pas stimuler l'économie et de nous maintenir en état de stagnation. Le mot technique, là, ça s'appelle une trappe d'austérité-stagnation. C'est-à-dire que l'austérité a pour effet dans l'économie de diminuer la croissance, puis la diminution de la croissance a pour effet de diminuer les revenus de l'État. Diminuant les revenus de l'État, on a de la misère à atteindre l'équilibre budgétaire qu'on aurait dû retrouver. Finalement, ça amène, ici au Québec, la situation où le gouvernement dit « mais le problème, il n'est pas conjoncturel, ce n'est pas un cycle, on ne va pas s'en remettre dans 6 mois, c'est structurel, il faut transformer de fond en comble la façon dont l'État fonctionne. » L'austérité, elle fonctionne à 2 vitesses. Quand ces luttes arrivent. Il y a un premier choc très rapide qui nous ébranle, qui nous désorganise. Puis il y a une deuxième forme d'austérité qui est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus sournoise. Je dirais que c'est un mouvement beaucoup plus lent de désorganisation des services publics, qui fonctionne de 3 manières. Premièrement, on impose à l'entièreté du secteur public une comptabilité, une reddition de comptes de type privé. Ça s'appelle la nouvelle gestion publique. Deuxièmement, on nous impose des réformes de structure. Ces réformes de structure-là, ça nous alourdit, ça nous désorganise. Troisièmement, troisième aspect, on nous impose des redditions de comptes qui demandent beaucoup de temps et d'énergie. Ces 3 éléments-là, en même temps, désorganisent l'économie publique, la rend moins efficace.
Ça a pour effet de créer l'insatisfaction de la population, puis ça prépare la privatisation, ça prépare l'entrée en scène des consultants, ça prépare l'entrée en scène des boîtes privées qui vont venir nous dire comment mieux faire les choses. L'État québécois et les services publics canadiens qui sont présents au Québec et les services que vous donnez, vous, dans le secteur de l'économie sociale ou dans le secteur communautaire, ça représente globalement, cette économie du public, à peu près 30 du PIB du Québec. 30 de la richesse qui est créée au Québec est créée par des acteurs qui ne relèvent pas du secteur privé. Il y a deux façons d'évaluer l'existence de ce secteur-là. Okay? Il y a ce que j'appelle la petite boucle et la grande boucle. Cette petite boucle, c'est la façon dont pensent les néolibéraux. Ils vont nous dire, pour distribuer de la richesse, il faut la créer. Pour avoir des groupes communautaires, il faut que la société québécoise, puis là, ben, qu'est-ce qu'on peut se permettre comme ponction des richesses? Est-ce qu'on en a pour notre argent ou pas, avec ce qu'on a arraché à l'économie, à ce qu'on a arraché dans les portefeuilles des individus? C'est comme ça qu'on nous présente le fonctionnement de l'État. Puis là, ben, on va nous dire, ben, là, la structure qu'on a créée ici, qui s'appelle l'économie publique, avec l'État, les groupes communautaires, les hôpitaux, les universités, ça, là, cette sphère-là est trop lourde, elle pèse trop lourdement sur l'économie privée, elle est en train d'étouffer sa croissance. Hein, c'est comme ça qu'on nous présente les choses. Quand 30 de l'économie dit on se met en mode austérité, ça ralentit tout le monde, ça a un impact économique immense. Quand ce 30%-là, au contraire, dit je dépense, je soutiens, je vais accompagner, je vais pousser le plus possible. Mais tout le monde se dit, ah, mais là, on va commander, on va engager du monde, ça stimule l'économie. Donc déjà, on comprend que ce 30%-là, quand il bouge d'un coup, il fait bouger toutes les autres. On appelle ça l'effet d'entraînement ou l'effet multiplicateur. Selon l'FMI, le Fonds monétaire international, l'effet d'entraînement, l'effet multiplicateur est de 1,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le gouvernement dépense $1, il y a 1,60 $ à l'autre bout qui apparaît. Si le gouvernement coupe $1, il enlève 1,60 $ à l'économie. C'est ça qui se passe actuellement. C'est ça l'austérité très concrètement. Maintenant, raisonnons en termes de grande boucle. La façon dont un État fonctionne comme acteur économique, la façon dont l'économie publique fonctionne, c'est de la manière suivante. L'économie publique dépense. Elle envoie des chèques dans l'économie. Puis après, elle court après l'argent. Après, elle court après l'argent parce que cet argent-là, c'est elle qui l'a créé. Parce que quand on fait un chèque d'$1, il y a 1,60 $ qui apparaît dans l'économie. Fait qu'après ça, elle va aller récupérer son dollar, puis elle laisse le 60 cents dans l'économie. Ça s'appelle stimuler. Donc, un État doit fixer son montant de dépenses en fonction de la trajectoire qu'elle veut donner à l'économie. Puis après ça, elle doit avoir un système fiscal efficace pour empêcher qu'il y ait de l'inflation, puis pour couvrir à la fin de l'année son budget. Les besoins de l'économie sont en termes de plein emploi. C'est-à-dire qu'on doit fixer le niveau des dépenses publiques en fonction des besoins d'emploi dans la société. Ces emplois qui vont être créés, soit directement par le secteur public, soit indirectement en finançant des organismes comme les vôtres, ça se traduit par un pouvoir de dépenser entre les poches des salariés. Puis ce pouvoir de dépenser, c'est 65 % du PIB du Québec. Et donc, ça se traduit après par des achats, par des épiceries, par des maisons qui sont rénovées, par des gens qui sont capables d'entretenir un niveau de vie qui fait rouler l'économie. Ça se traduit, finalement, par des gens qui payent de l'impôt. Bref, cette grande boucle qui passe par le plein emploi, qui passe par le salariat, permet de donner à l'économie une trajectoire de croissance beaucoup plus stable, beaucoup plus forte. Une telle politique, c'est une politique d'anti-austérité. Mais c'est une politique qui a un défaut du point de vue de quelqu'un comme Coiteux, qui est un austérien, c'est que ça implique l'existence d'un secteur public fort, stable et très présent dans l'économie. Diminuer la taille du secteur public, c'est ça qu'il veut, Coiteux, c'est très clair. Il ne veut pas des CPE, il veut un réseau de garderies privées avec un crédit d'impôt pour les ménages qui vont le recevoir. Hein? On va être concret, là. C'est ça qu'il veut. Il veut la tarification des services de santé. Il veut la flexibilisation des universités dans la fixation des frais de scolarité, le dégel, puis la fluctuation en fonction de la réputation des universités. Donc,
Coiteux comprend le fonctionnement de cette grande boucle parce qu'il s'en sert. Mais il s'en sert à l'envers. En coupant, en diminuant les dépenses publiques, il ralentit la croissance économique. C'est ce qu'on fait depuis 2010 partout. Au point où l'FMI est excédé en ce moment, puis est en train, dans l'évaluation des politiques économiques canadiennes, il a carrément engueulé l'État fédéral en disant « Arrêtez de faire ça ». On se fait chicaner. L'Allemagne s'est fait chicaner par l'OCDE il y a 2 semaines dans un rapport. Les États, en ce moment, s'entêtent à poursuivre l'austérité contre l'avis du FMI et de l'OCDE. C'est quand même du jamais vu. Quand on comprend tout ça, comment lutter? Bien, premièrement, déjà, d'avoir un contre-discours plus subtil que juste dire il faut imposer plus les entreprises, il faut imposer plus les riches. Non, de dire l'État doit prendre sa place, ça déjà, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose d'importante, c'est de réaliser qu'on ne vit pas, nous, aux dépens du secteur privé, mais qu'au contraire, on crée de la richesse, puis cette richesse-là n'est pas juste sociale, elle est économique. Puis deuxièmement, qu'on a une fonction essentielle dans l'économie, parce qu'on est le moteur du développement de l'économie. On n'est pas l'affaire, le queutier qu'on traîne en arrière puis qui ballotte dans tous les sens. Au contraire, on est le moteur de la croissance dans une économie comme la nôtre, quand on représente 30 de l'économie. On doit peut-être changer notre modèle de résistance. Puis je vous laisse là-dessus, sur cette idée-là. Le modèle de résistance, depuis les années 80, est un modèle que moi, j'ai, dans le texte expliqué en long et en large, j'ai appelé concertationniste. On est habitué de s'asseoir à la table avec celui avec qui on est opposé, puis de négocier un deal. En ce moment, on a du monde qui ne veulent pas s'asseoir à la table. C'est ce qui met tous les mouvements sociaux un peu dans l'incertitude. Coiteux s'adresse aux citoyens payeurs de taxes. Il ne s'adresse pas aux différents corps organisés dans la société, les syndicats, les groupes communautaires, ça ne l'intéresse pas. Donc, on doit réfléchir, nous, c'est quoi les implications de ça en termes de lutte, de stratégie dans les années à venir, quand les gens devant nous ne croient pas du tout à la concertation, à la négociation. Comment penser la lutte dans ce contexte-là? En 2012, c'était exactement la même situation. Les étudiants, le mouvement étudiant était confronté à un gouvernement qui ne voulait pas faire de la concertation. Ils ont pris 2 ans pour s'organiser. Il faut se rappeler que le signal de dégel des frais de scolarité est envoyé en 2010. À l'UQAM, moi, j'avais des étudiants et étudiantes dans mes cours qui voulaient faire la grève dès l'hiver 2010. Puis, leurs exécutifs les ont retenus en disant « Non, on prend notre temps, on s'organise. Une grève sociale, ça ne s'improvise pas. Ça se construit avec beaucoup de temps, beaucoup de patience. » Et donc, ils ont pris 2 ans pour faire ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on est aujourd'hui confronté à un problème beaucoup plus grave et donc un besoin d'organisation tout aussi important en termes de lutte sociale. Il faut prendre notre temps. Il ne faut pas improviser, malgré le sentiment d'urgence dans lequel on peut être pris. Voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous. OK.